mieux pour lui. Et avec moi, j'oublie ton prénom, François, c'est un micro, tu parles fort dedans. Fais pour moi, faut pas hésiter, tu parles fort. Moi, on m'entend bien? Bon, alors, vous voyez la magie pourtant. Donc là, on a affaire à une Aston Martin, ça on l'avait vu. Hein, on a un très bel écusson, Aston Martin, c'est un très bel écusson. D'ailleurs, je n'ai jamais su ce que ça représente également. Des ailes, peut-être. C'est ça, dans le temps, Bentley, Aston Martin représentait un peu la loyauté, le côté la loyauté. Voilà, c'est plus des véhicules qui étaient vendus c'est ça, à l'époque, c'est surtout le côté anglais, british. C'est vrai que les Aston Martin, ça n'a jamais été des voitures qu'on donnait aux gens. Hein. Il fallait payer quand même. Hein. On se rappelle, dans les années 60, il y a eu des très belles autos fabriquées dans les années 70. Et celle-ci, elle date des années 2000. C'est ça, tout à fait. Elle est de mars 2005, sur la DB9, 3 séries. Celle-ci est simplement la première série. La première série DB9. C'est ça, avec le V12, le moteur 6 litres, 5 litres 9. 5 litres. On joue un petit peu sur ça, 70 Nm de couple. Et voilà, 455 chevaux. C'est un moteur qui est très boucleux. On ne cherche pas non plus la performance. Un peu l'équivalent de la moteur qui a précédé, là, c'est ça. On a fait les mêmes puissances, les mêmes années, et au niveau du poids, peut-être à la même chose. On a un petit peu moins de 2 tonnes. Alors, la particularité de la DB9, on est sur une plateforme qui n'a rien à voir à la DB7 qui la précédait. C'est différent. Complètement. Ah bon, complètement. C'était vraiment, on va dire, le nouvel Aston Martin de l'an 2000, entre guillemets. Même au niveau du design. Il y avait une coopération à l'époque avec Jaguar. C'est ça. Il y a eu le look des sous-bassements. Complètement. Ford par la suite, même au niveau des clés, les clés de la DB9 qui sont des clés de Ford finalement. Ouais. Mais c'est ça. Donc tu disais alors 455 chevaux pour presque 2 tonnes. Complètement. Mais une bonne répartition des masses. Des parties en alu sur cette voiture? Oui, complètement. Sur la base, on est vraiment sur quelque chose qui est redéveloppé, on va dire, d'une page blanche pour Alors on commence déjà par l'intérieur. Alors déjà, avant d'ouvrir la voiture, regardez, avant d'ouvrir la voiture, qu'est-ce que vous voyez? Les poignées de porte, vous les voyez? Elles sont stylisées, comme on dit. Regardez, elles sont très belles. Alors ça s'ouvre comment? On va laisser faire. Aujourd'hui, comme tous les constructeurs ont des poignées de porte référence, à la seule on est partie du poignet. On appuie juste tout simplement et la portière s'ouvre. Ça ne sort pas automatiquement comme les autos d'aujourd'hui. Ok. Mais voilà, ça fait partie des premières de l'époque. Très sympa. Niveau aérodynamique, hein, tout ce qui est saillant, il faut supprimer. Donc là, c'est une poignée de porte intégrée dans la porte. Complètement. Et peut-être pour ceux qui connaissent, Henrik Fisker, qui était tout simplement la personne qui a managé le projet design de la DB9, qui a dessiné la BMW Z8, d'autres autos aussi, la Vantage, et qui a maintenant annoncé sa marque, a managé le style de la DB9. Je ne savais pas. On a un très bel intérieur. Comment on peut l'appeler cette couleur? Une couleur un peu bronze, un peu marron. C'est ça. Très british. Très british, avec du bois. Hein, je ne sais pas ce que c'est comme type de bois. Complètement la chamois, ça. J'ai entendu chamois. Chamois, pourquoi pas. On a 3 bois différents à l'époque. On a 3 bois différents. Regardez, hein. Et j'adore beaucoup aussi l'intérieur des portes. Regardez, assez travaillé quand même l'intérieur des portes. Et j'aime beaucoup. On peut s'installer à bord. Oui, bien sûr. Merci. On a les gants qui sont assortis pratiquement à l'intérieur de la voiture. Voilà, on peut ouvrir. Regardez, on a des très beaux sièges. On devine qu'on sera bien maintenu dans cette voiture. On sera très bien, on sera confortable. On sait que ça sera confortable avant de tourner la clé contact. On ne voit pas pourquoi. On a une console qui est impressionnante, hein, ça fait partie du style de la voiture. Regardez, la console, elle part carrément du haut du tableau de bord, hein, pour arriver jusqu'en bas j'allais dire du levier de vitesse. Ben non, il n'y a pas de levier de vitesse. On lui a volé le levier de vitesse. Bon, non, c'est une blague bien sûr, parce que bien sûr, les vitesses, c'est au volant. On a des palettes, hein. Vous savez que les premières palettes sont apparues sur les Formule 1. À quelle époque c'est apparu les manettes sur les Formule 1? Vous vous rappelez? Qui c'est qui suit la F1 un peu? Non, personne? C'est apparu sur les Ferrari en 1989. Les premières boîtes automatiques en F1. Et bien sûr, les voitures de prestige sportives ont suivi.
Hein, c'est un grand confort de monter les rapports et de descendre les rapports avec ce type de palette. Je peux venir à côté de moi parce que je ne parle tout seul. Hein, c'est vrai, ça fait bizarre de ne pas avoir de levier. Hein, certains ont notion quand même les deux choix entre les palettes et le levier. Là, il n'y a pas de levier. C'est uniquement les palettes. Aux palettes, et juste au niveau de la console centrale, les aérateurs, on a tout simplement la mode de vitesse qui est... Explique-moi, c'est ça? C'est tout ici. Ah. Pour passer les vitesses, on a le parking qui est juste ici, ouais. à gauche, à droite, marche arrière. Voilà. On va avoir le start and stop qui va être au milieu également, parce que pour démarrer le véhicule, on passe ici, c'est ça. Voilà, sur la pédale de frein, et on peut démarrer à partir de la console centrale. D'accord, tout est électrique en fait, hein, électronique. On garde quand même un frein à main comme sur beaucoup d'anglais, c'est juste à gauche, pour avancer, reste manuel pour celui-ci. Ah ouais, d'accord. Ok. Oui, je peux poser une question. C'est le GPS tout simplement. On peut le laisser ouvert quand on appuie dessus. Alors non, on a juste à démarrer tout simplement. À mettre le GPS et il va s'ouvrir comme GPS d'époque, hein, la pièce. Voilà. Oui. J'adore la montre. Vraiment, le dessin est très très bien fait. Et à la place du GPS, c'est un petit rangement. Voilà. On a un mode sport, bien sûr, comme la plupart de ces voitures. Ah, au niveau de la suspension, c'est ça? Ouais, on va vraiment. Et puis au niveau des passages aussi de vitesse, on n'est pas sur des boîtes automatiques comme aujourd'hui. C'est utilisé aussi à l'époque. Mais ça se voit un petit peu plus sportif. Même si le but de cette auto, c'est surtout de pouvoir faire du cruising finalement, entre guillemets, et aller sillonner les routes de la mer. C'est des, comme on dit, des GT, des grands touristes, où on peut avaler 10 km dans un confort et une puissance continue. C'est ça. C'est ça. Des voitures très agréables, je suppose, à conduire sur des très très longs trajets. Voilà. On a quand même des places arrière, mais bon, on va dire qu'ils sont là pour la forme. C'est ça, c'était vendu en tant que 2+2, pas 4 places pour le côté marketing aussi. On peut mettre des enfants à la limite, mais... On peut mettre des enfants ou des cul-de-jatte derrière, éventuellement, mais on n'ira pas plus loin. Voilà. Donc une très belle voiture, un très bel intérieur, très bien fini. Ça reste une anglaise. On voit que la qualité de finition est assez cultivée. Franchement, j'adore. J'adore. On a un coffre conséquent, je suppose. On peut partir à deux sans problème. Hein, avec peut-être pas des valises, mais des sacs en cuir. C'est ça. Voilà. Alors, il n'est pas très profond. On peut mettre ça. C'est tout. Mais quand même, il est assez large. Regardez la profondeur. Petit sac de madame, et on est sur une 2 places, donc on ne va pas partir à 4. Donc on peut mettre des sacs souples ici, éventuellement sur les poussières aussi. Donc ça va. La contenance est bien. Hein, on a vu pire. Le moteur. La voiture est grande. Très léger, hein. Très très léger. Il y a vraiment une répartition des masses en juste. Et 50-50, reste idéal. Reste idéal. C'était ça faisait partie des charges. On a un avant aussi très agressif, hein, comme on le disait tout à l'heure. On parlait de la Mercedes, mais l'avant d'Aston Martin. Vous savez qu'Aston Martin a toujours eu une espèce de forme particulière pour les calandres qu'on retrouve ici. Hein, cette forme particulière qu'on retrouve depuis des années sur les Aston Martin. Et là, on la retrouve quelque peu sur ce modèle-là. Je te laisse ouvrir. On a des phares au xénon sur ces voitures. Alors, eh ben le voilà, le 6 litres V12. Alors là aussi, hein, ça rentre avec un chausse-pied. Ah oui, c'est un V12, il a bien fait le caler. Et on voit que les accessoires rentrent au chausse-pied. Regardez, l'alternateur, il est coincé ici. Et voilà. On peut pas rien mettre d'autre. Une grosse barre de renfort ici. Et le moteur, bah, c'est un V12. Hein. Les V12, ça fait rêver. Les V12, hein, ça court pas les rues. Ça, c'est le plus. C'est les accès aux batteries. Pour la petite anecdote, la batterie est située sous le siège arrière finalement. Alors la batterie est située sous le siège arrière. C'est ça, tout à fait. Donc ça se démonte facilement. C'est toujours une acrobatie. Encore une fois, on a cherché à répartir les masses idéalement.
comme tu disais, pour avoir un 50-50. Voilà. Et là aussi, on a un avant très très long avant d'arriver au moteur. Bon, bien sûr, il y a le radiateur hein, qui est derrière. Alors, il n'est pas derrière, il est même là. Hein, un radiateur en aluminium, le petit Mittel. Et on lit d'ailleurs Aston Martin Lagonda. Lagonda a été racheté par Aston Martin dans les années 60. Voilà, donc Lagonda, il y a des modèles Lagonda. Et cette petite plaque. C'est ça. Et regardez, qu'est-ce qu'on trouve là? On trouve Paul Godard. C'est celui qui a monté la mécanique de cette voiture. Qui a inspecté vraiment les derniers points de contrôle chez Aston. Voilà, comme la Mercedes qu'on a vu tout à l'heure. Et donc, sa plaque porte son nom. Ça, c'est un petit détail intéressant. Voilà. Et même son adresse mail. Alors du coup, je vais lui écrire ce fort de Aston 57 doigts s'il vous plaît. Tout simplement un véhicule client sur celle-ci, Oui. qui ont développé sur chaque Aston Martin, on avait une Vantage également. La Vantage automobile qui avait cette plaque avec un autre nom, puisque chez Aston, c'était un V8, mais c'était la même présentation avec la plaque de l'inspection réalisée. Exactement, les mêmes trames pour les modèles de l'époque. C'était vraiment, on va dire, suivi à la ligne quoi, sur chaque modèle. Désolé, hein, il y a des moteurs qui font du bruit. C'est parti, donc c'est un groupe, c'est ça? C'est un groupe, explique-nous un peu ce... On s'appelle tout simplement la Fabrique Automobile. Et on est Fabrique Automobile. C'est ça, à Montreuil-sur-Île au nord de Rennes. On a l'habitude de venir aussi aux événements du dimanche matin. Je connais bien Mathieu. Je connaissais bien Mathieu. Et bah Mathieu là aussi, on a une partie qui est dédiée en fait au commerce du cinéma. D'accord. Qui est tout simplement dédiée à la passion automobile. On ne suit pas une gamme seulement infinie d'années, aussi bien de l'ancienne, du designer, du moderne. Alors vous êtes installé dans une ancienne tannerie. Complètement. Voilà. C'est la particularité du lieu. Le lieu un peu historique, hein. C'est un lieu un peu historique, avec beaucoup d'espace. C'est ça. Et vous avez donc installé un showroom, c'est ça? Complètement. Aujourd'hui, on a un showroom de 1000 m². On continue l'atelier mécanique. On a l'atelier mécanique, la carrosserie au sein de l'usine. Et on continue tout simplement la partie mécanique, restauration, unité des carrosseries, des véhicules anciens, des véhicules modernes, on fait vraiment de tout. Et la partie commerce, aussi bien De la vente, dépôt-vente. La DB9 est un dépôt-vente. C'est un dépôt-vente. Alors, puisqu'elle est en vente, on peut annoncer le prix. Bien sûr. Alors celle-ci vendue à 54 990. Après, tout reste aussi à discuter, étant donné que c'est un dépôt. Elle est à 55 000, donc on va dire 55 000 pour ce genre de voiture. Je ne connais pas la cote. Il y a un peu de tout là où il faut faire attention, c'est surtout sur les entretiens, savoir ce qui a été fait, l'historique complet, les passages chez Aston, pour le prix de la voiture, il y a aussi l'entretien qui est tout à prendre en compte. Et pour ce genre de voiture, c'est important l'entretien. C'est très important. C'est pas à négliger sur ce genre de voiture. Non, du tout. Il y a aussi un réglage des feux de croisée. Comment? Parce que chez Aston, il y a vraiment chez Aston Martin, il y a vraiment des points de contrôle à prendre en compte. Et après, là, sur les feux, il y en a en Xénon sur ceux-là. Donc quand on revient à la fabrique, donc les gens peuvent c'est ce rendez-vous, on peut se pointer comme ça. Pour nous rencontrer, généralement pour les rendez-vous, on les fait simplement au préalable, on prend note d'un rendez-vous pour vraiment prendre le temps d'accueillir aussi les personnes. Mais l'avantage d'avoir le showroom de 1000 m², le lieu un peu particulier, c'est surtout d'être ouvert à tout le monde. Prochainement, on ouvrira aussi une pizzeria. Enfin voilà, le but c'est vraiment. Il y a une pizzeria pour se restaurer sur place. C'est ça. Dans l'enceinte de la fabrique. Complètement. L'extérieur, pour boire un verre avec des amis aussi. Enfin voilà, ça va être un. D'accord, un point de passionnés. Un rendez-vous de passionnés. C'est ça. Bon, toujours dédié à l'automobile. Bon, je vois que tu as des petits stickers, hein, des petits fascicules, hein, pour ceux qui veulent en prendre un et se renseigner sur cette société, donc la fabrique qui se trouve donc à Montreuil-sur-Île. C'est ça. Voilà. Tout à fait. Hein, c'est l'ancienne tannerie, dans une petite zone. Voilà. Merci à toi d'avoir présenté cette voiture avec nous. Et donc cette voiture est en vente actuellement. Voilà. On a fait le tour. Je suis désolé pour les...